Et oui, ce genre d'épisode est toujours assez compliqué à expliquer puisque il va s'agir d'une rediffusion d'un live que j'ai fait sur Twitch avec Karl Phaéton. Donc c'est le directeur et le fondateur de l'école Oxo à Narbonne qui enseigne les disciplines du jeu vidéo. Et il se trouve que donc sur Twitch j'ai la chaîne Un des jeux qui permet de découvrir un jeu vidéo indépendant en même temps qu'on fait l'interview de son auteur ou de son autrice, du studio, de l'équipe de développement étudiante par exemple. Et là, il se trouve que la particularité de ce qu'on découvre, c'est que on passe une soirée avec Karl sur le jeu vidéo Sporal, qui est un jeu très particulier puisqu'en réalité, on est plutôt sur la catégorie hard game. Donc c'est pas exactement du jeu vidéo, c'est plus une œuvre d'art sur une artiste qui s'appelle Mimosa Eckhart, qui est une artiste primée et qui a souhaité en fait à la fois avoir une expérience narrative, à la fois une visite libre de ses œuvres passées. Donc dans le jeu, vous découvrez des matières pas mal organiques, ce qui est la marque de fabrique de cet artiste. Vous allez en plus avoir cette idée de collecter des espèces de gouttes d'eau, mais en même temps de trouver en fait ces différentes œuvres comme une espèce de journal, un petit peu de revue de presse un peu éparpillée. Donc c'est à vous en fait finalement de retrouver les différentes œuvres de l'artiste. Et il se trouve que Karl a travaillé sur ce projet, nous explique donc l'origine finalement de ce projet, comment est-ce que lui a pu travailler dessus. On va voir que faire un art game c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Et donc effectivement voilà, lancer une émission à un pixel près en parlant d'une rediffusion Twitch pour pouvoir vraiment situer le principe, mais en même temps parler de l'art game qui est finalement un genre à part du jeu vidéo, c'est un petit peu compliqué, mais en même temps voilà, ça vous permet de à peu près vous situer et surtout de comprendre que on va parler de pas mal de choses, notamment utiliser des termes techniques comme asset graphique. En fait ce sont les éléments graphiques du jeu, puisque on est sur un jeu à but artistique. On va pas aller chercher sur des choses que vous allez voir sur un Super Mario par exemple, ça va pas marcher comme ça. On va être sur un jeu qui va avoir voilà des matières organiques, un petit peu comme si vous étiez à l'intérieur d'un corps humain, mais avec beaucoup plus de lumière et qui se veut un tout petit peu plus féerique tout en étant quand même assez réaliste dans ses textures. Donc c'est assez particulier à imaginer, mais en tout cas Sporal c'est une découverte à part entière que j'ai eu le plaisir de faire, et effectivement Karl a énormément de choses à nous en dire. Déjà le mieux c'est de le laisser se présenter et de vous laisser découvrir cet entretien. Mon métier de base, effectivement, c'est game designer. Puis, du coup, en tant que game designer frustré de pas arriver à faire des jeux tout seul, je suis devenu petit à petit programmeur, développeur. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à enseigner, ce qui est devenu petit à petit aussi une part de plus en plus importante de mon activité. Et ça se termine par, finalement, après 10 ans d'enseignement dans les écoles privées montpelliéraines où j'y ai fait beaucoup de rencontres, par la création de mon école dans la petite ville de Narbonne à côté de Montpellier. Voilà. Je vais poser déjà une première question. Le hard game, avant qu'on se lance dans Sporal, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de qualifier un jeu vidéo de hard game? En fait, c'est même, je dirais, l'appellation de game qui est un peu abusive parce qu'on pourrait dire expérience artistique interactive. Il n'y a pas le mot jeu dedans. Okay. Parce que, en fait, après, ça prend carrément un cours de game design, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un jeu? Et là, on en a pour 3 heures, effectivement. Mais, et qu'est-ce que l'art? Et là, on en a pour l'éternité, à peu près. Mais, en gros, on se met à peu près tous d'accord pour dire qu'un jeu comporte des objectifs, des manières de bien jouer et de mal jouer, et face à ces objectifs, des conditions de sortie de l'expérience qui sont soit des victoires, soit une défaite, soit un truc entre les deux ou un match nul. Mais en gros, on quantifie la sortie du jeu en disant c'est plus ou moins réussi par rapport à l'objectif fixé. Et ça, voilà, c'est ce qu'on pourrait qualifier de jeu. Quand tu fais une expérience interactive, t'es pas obligé que ce soit un jeu. Ça peut, il y a pas mal d'ailleurs de
de jeux vidéo qui sont à la limite, parce qu'en fait on dit jeux vidéo parce que le langage nous influence, et que comme c'est vendu sur Steam ou je sais pas, ou qu'on y joue sur une console ou un ordinateur, et on dit bien même on y joue, on pourrait dire on l'expérimente ou on le vit, ou comme quand on regarde un film, sauf que là c'est interactif, mais on n'a même pas de mots pour ça, pour dire j'expérimente une expérience interactive, mais c'est pas un jeu, donc on dit on joue par abus de langage, quoi. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais si. Bah, si, parce que c'est encore une fois c'est très intéressant parce que par rapport à un jeu indé qui serait édité par Devolver par exemple, effectivement on a une grosse différence en termes d'intention et en termes de finalité. Tout à fait. En fait, t'as même je veux dire, un petit cousin du hard game qui est le serious game. Le serious game, en fait, qui est un jeu qui a une portée autre que de divertir. C'est-à-dire, il est là pour divertir, mais en même temps, il a des objectifs, on va dire, sérieux. Faudrait, questionner ce terme aussi pendant des heures, mais enfin, bref. Qu'est-ce que c'est un objectif sérieux d'un objectif pas sérieux? Mais en tout cas, voilà, il est là soit pour t'apprendre quelque chose ou pour te faire découvrir quelque chose, avec donc des objectifs généralement pédagogiques. Le hard game, c'est un jeu avec des objectifs artistiques, c'est-à-dire de te faire une expérience esthétique avant tout, avant le gameplay, si tu veux. Et là, c'est un hard game, c'est pas une intention de départ de ta part, c'est le hard game en fait vis-à-vis d'une personne qui est qui est artiste à part entière, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est un travail de commande. En tout cas pour ma part. Donc mon implication dans ce projet, donc on y va, on est parti sur l'historique de ce que c'est et... Si tu veux, ouais. Oui, et il vaut mieux à mon avis. Tu sais, moi, mes étudiants, je leur dis souvent d'inverser ce qu'on apprend toujours à l'école. À l'école, en fait, quand tu présentes les projets étudiants, tu blablates sur les intentions pendant très longtemps. Et quand tout le monde dort bien, à la fin, tu montres le jeu pour montrer à quel point t'as pas réussi à atteindre les intentions. Moi, je préconise toujours, j'encourage les étudiants à faire l'inverse. Commencer par la démo et ensuite expliquer ce que vous avez voulu essayer de faire. Moi, je trouve ça déjà beaucoup plus sain de rentrer par l'expérience directement, sans a priori, sans jugement, pour ensuite essayer de déconstruire avec les créateurs et créatrices comment on en est arrivé là. Mais pour Sporal, je rétropédale et je dis attention, il y a peut-être besoin d'explications préalables de ce que vous allez voir. Voilà, mais donc du coup oui, pour reprendre l'historique du projet, ça part effectivement à la base d'une artiste contemporaine qui s'appelle Mimosa. Je sais jamais comment on prononce son nom, si c'est Echart ou Eckhart, mais j'en sais rien, mais ça s'écrit E-C-H-A-R-T. Et Mimosa, on va l'appeler Mimosa pour des raisons de simplicité, est une artiste qui a à peu près mon âge et qui elle, contrairement à moi, a quand même beaucoup mieux réussi dans la vie. C'est-à-dire que il faudrait que je reprenne sa page Wikipédia, mais elle attends, vas-y. On peut pas dire de bêtises quand même, c'est le client. J'ai sa page Wikipédia, je suis un dingue. Ouais, c'est ça, t'as regardé un petit peu. Bon, elle a rien à prouver, quoi. Je veux dire, elle a eu donc le prix Marcel Duchamp 2022, qui est un grand prix de l'art contemporain, et elle est en pleine ascension, et donc c'est une artiste qui expose actuellement à Tokyo, à New York, en Chine, enfin partout. À chaque fois que je l'appelle, elle est toujours à l'autre bout du monde, tu vois. Donc ça va. Elle a eu une démarche que je trouve très sympa, qui est très intéressante, qui est que quand elle était en résidence d'artiste à Kyoto, elle a développé tout un univers artistique qu'elle a appelé Sporal, desquels ont suivi des peintures, des sculptures, toute une expo, enfin voilà, tout un univers, et ça parle pêle-mêle de champignons microscopiques, de blobs, de formes de vie, mais aussi peut-être de féminité, de maternité, de sexualité, de plein de choses comme ça. Voilà, donc c'est de l'art contemporain. Et elle a eu la démarche, une fois que ça c'était en place, de vouloir faire une expérience interactive, donc un jeu dérivé de son univers. Donc ça, c'est l'intention de départ en 2022. Et donc elle a réuni à la base, sans moi, j'étais même pas au courant, j'étais même pas en lien avec elle à l'époque, elle a réuni un collectif d'artistes qui se sont mis à essayer de faire un Sporal version jeu vidéo. Et au bout de 1 an, ils étaient pas satisfaits du résultat.
Le résultat étant la première version que je t'ai envoyée. Effectivement, on va voir pourquoi. Effectivement, je suis d'accord avec leur diagnostic. Le résultat n'était pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'évidemment, aucun d'entre eux n'ayant jamais touché au développement de jeux vidéo de près ou de loin. C'est-à-dire que même les quelques artistes 3D, ils avaient jamais fait d'assets de jeu. Donc en fait, on en reparlera, mais ils savent pas ce que c'est qu'une normal map. Enfin voilà. Donc ils savent modéliser en 3D, etc. pour des cabinets d'architecture, mais c'est pas les mêmes techniques de création du tout. Donc il y a les mêmes bases, mais quand tu fais un jeu vidéo, il y a quand même des trucs très spécifiques. Et si tu les as pas, et si t'as pas des années d'expérience, parce qu'en fait faire des jeux vidéo c'est vachement dur, bah forcément t'arrives à un résultat qui est en dessous de tes attentes. Bon, ça étonnera personne ici, je pense, parce qu'on est tous à essayer de faire des jeux. Donc on voit la galère que c'est. Donc à ce moment-là, elle est rentrée en contact avec moi et elle m'a demandé en fait. Déjà, première demande, elle m'a demandé est-ce que je peux le débugger parce qu'il y a des bugs dedans. Et du coup, j'ai dit ouais, faut voir. Alors j'ouvre le projet, bon, on testera, tu verras, mais il y a un petit readme qui dit que le bouton échappe marche pas, qu'il faut faire Alt F4 pour quitter le jeu, mais ça en fait c'est le plus petit des problèmes, tu vois. Donc le truc est vraiment en sale état, on dirait un projet étudiant de première année qui s'est vautré quoi. Et c'est pas, encore une fois, c'est sans jugement. Je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux avec les connaissances qu'ils avaient. Hein. Mais, oui. Mais voilà, donc c'est encore une fois sans aucun jugement. Mais voilà, effectivement, le projet, c'était compliqué. Donc j'ai vu l'état du projet, j'ai vu qu'il était fait sur Unity, donc j'ai dit tout de suite, déjà, le dialogue est possible, je peux t'aider puisque je suis spécialiste Unity depuis 10 ans. Tu l'aurais fait sur Unreal, j'aurais passé la main à quelqu'un d'autre. Donc il y avait une possibilité technique pour moi de l'aider. Ensuite, j'ai dit, bah pour pouvoir faire un devis, il faut pas qu'il y ait que le projet, enfin il faudrait que tu me passes les sources, le projet Unity, que je l'ouvre et que je vois ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'on en est quoi. Et donc elle m'a passé le projet Unity et pour te dire l'ampleur du chantier, le projet Unity ne s'ouvrait même pas. Il plantait à l'ouverture. Donc enfin bref, j'expliquerai. Ce qui est très bon signe. Ouais. Ce qui est très très bon signe. Il y a des raisons à ça, il y a des raisons à ça, notamment des assets 3D de 1,5 giga, mais voilà, il y a des raisons à ça. Alors, au cas où, moi, il y a peut-être dans le chat des gens qui ont entendu parler d'une légende d'une fougère à 4 millions de polygones. Ouais, mais c'est ça. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses qui font que potentiellement, si vous êtes étudiant ou étudiante, votre jeu il marchera pas. Non, mais voilà, c'est quelque chose qu'on expérimente très tôt dans le développement de jeux vidéo. Et donc, bon, là, le projet, effectivement, je l'ai ouvert et je me suis dit, réparer les bugs, ça me paraît... En fait, ça me paraît prendre autant de temps que de refaire le truc du début. Et donc, je leur ai demandé quel est votre budget pour la réparation, quoi, pour le travail. Et donc ils avaient eu des aides donc du CNC et du DICREAM, je crois. Enfin voilà, la maison des artistes, fondation des artistes, je sais plus. C'est écrit sur le site. Ils avaient eu des aides, il leur en restait un peu. Et donc quand ils m'ont dit qu'il leur restait 15 000, je crois, j'ai fait pour ce prix-là, je vous le refais de zéro. Ouais, ok. Et donc ça m'a pris 4 mois. On va dire 4 mois donc sur lesquels j'ai facturé donc 15 000, donc en auto-entrepreneur il te reste 11 000 et des poussières quoi. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. C'est correctement payé, c'est pas non plus fou parce que 4 mois de travail en indépendant en freelance, voilà, si tu divises par le, surtout que en fait j'ai aussi accepté bien volontiers parce que j'aime bien ce projet d'assurer le support tout l'été pour les corrections de bugs éventuelles que j'aurais laissées. Et là tu vois, je viens de publier la dernière version qui date d'hier avec des voix un petit peu corrigées, etc. Ça va vite en facturation et et donc justement pour finir sur ça, donc j'ai effectué donc un travail de restauration avant tout technique, donc j'ai récupéré le maximum d'assets du projet originel que je pouvais, j'ai récupéré les sons, donc j'ai récupéré un maximum de ce qu'ils avaient fait. J'ai récupéré aussi, ça c'est super intéressant, les intentions de game design, artistique, etc. Donc ils avaient fait des documents et je dois dire que pour des gens qui avaient jamais travaillé par exemple dans le jeu vidéo, l'avantage des artistes, c'est qu'ils savent bien exprimer ce qu'ils veulent. Parce que moi, j'ai déjà lu des documents de game design d'étudiants, ils sont moins bien que ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire que les intentions étaient super claires, c'était bien expliqué, c'était bien illustré. Et ça, c'est on se moque toujours un petit peu des artistes en mode moi aussi je sais le faire, etc. Faites un document comme ils ont fait et vous verrez que déjà ça ira mieux quoi. Donc l'idée, c'est que je partais quand même en ayant très bien compris ce qu'ils avaient voulu essayer de faire. Et du coup, effectivement, donc toi, grâce au doc,
tu as eu à la fois l'intention et grâce à leur version, tu as eu aussi finalement l'écart entre brouillon, ce qui était, ouais voilà c'est ça, t'as eu l'écart entre ce qui était voulu et le factuel quoi. Tout à fait. Et du coup, donc je me suis surtout concentré sur la technique et donc je rappelle mon métier c'est game designer, donc j'aurais pu beaucoup toucher aux règles du jeu, game design, etc. Donc je leur ai fait des remarques sur ce que je pensais, mais ça aurait nécessité trop de modifications en profondeur, de complètement changer le jeu en fait pour adopter des propositions que moi je voulais. Donc j'ai dit non mais là pour 3-4 mois on va faire un remaster, oui. un remaster techniquement potable. Et puis donc du coup les intentions de game design sont quasiment inchangées par rapport aux intentions de base. Et vous allez voir aussi que bah du coup quand on demande à des artistes qui sont pas du tout ou presque pas joueurs, enfin joueurs, ils étaient petits comme moi quoi. Ils ont joué à la PS1, à la Nintendo 64, mais après c'est tout. Et bah, du coup, quand ils ont des intentions de game design, vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu datées, qui sont un peu clichés, etc. Mais voilà, je les ai gardés tels que, et puis je leur proposerai de faire une V2 ou une suite avec des choses un petit peu plus je sais pas comment dire, mais un peu plus moderne, parce qu'il y a vraiment moyen en fait de faire des expériences artistiques incroyables. La dernière, moi, qui m'a renversé, et je l'ai testé en retard parce qu'elle est sortie en 2017, je crois, mais je l'ai testé là cet été, c'est Paper Beast de Eric Chahi en VR. Ouais. C'est ce truc est incroyable, c'est-à-dire que si j'avais voulu faire une intention artistique comme Sporal, mais avec beaucoup plus de temps, une équipe, etc. Clairement, Paper Beast aurait été une inspiration de choix, parce que j'ai adoré ce jeu entre guillemets, parce que c'est un jeu, mais en même temps, bah tu vois, objectif pas très clair, etc. C'est plus une balade un peu très artistique, très esthétique qu'un jeu avec du gameplay, avec du je sais pas quoi, du score des objectifs, etc. Et ça a été bon, clairement une claque et vraiment moi j'aurais envie à l'avenir de faire ce genre d'expérience. Ça c'est ce genre d'expérience. C'est assez intéressant parce que effectivement, du coup, bon, on va pouvoir découvrir le jeu, mais après je vais justement avoir pas mal de. J'en ai noté des questions. J'ai noté des questions pour plus tard. Je pense que ça va être assez intéressant. Avant de commencer, si tu veux passer par les réglages et mettre tout en, enfin, je sais pas quelle est ta machine, mais si t'as une bonne machine, tu peux monter les réglages. Genre, ça, c'est qualité haute, c'est bon, ouais. Oui, bah, ça devrait aller, t'es pas obligé de faire du super sampling pour le stream, on s'en fout un peu. Et oui, je réponds aux questions du chat, mais oui, c'est une expérience artistique psychédélique, très, donc, ils ont cité LSD Dream Emulator. Oui, c'est un peu ce genre-là. Mais je trouve quand même moins impressionnant parce que, bah, encore une fois, une seule personne en 3 mois, on peut pas faire énormément de choses. Donc, c'est plus une balade rigolote et complètement what the fuck. J'aurais voulu intégrer beaucoup, et je pense que aussi, les artistes aussi auraient voulu intégrer beaucoup plus d'effets trippy et sous champi, etc. Mais on n'a pas eu le temps, quoi. Donc, pour une V2, en vrai, ça serait super amusant. Voire même une version en VR, ça serait excellent. Parce que ce genre de trip, c'est là où la VR peut être vraiment intéressante, quoi. Alors, je vais poser une première question. Tiens, je vais revenir pour choper cette goutte-là avant de prendre le... Là, on voit effectivement, quand je vais ramasser ça, on voit que on a déjà, entre guillemets, un projet sporal de la part de l'artiste. C'est le jeu vidéo. Est-ce que tu sais à partir de quel moment elle a souhaité en fait aboutir en fait à un jeu vidéo? Est-ce que ça faisait partie d'un projet de longue date, ou est-ce qu'au contraire il y a eu pour elle une opportunité de travailler là-dessus? Est-ce que ça tu en sais un peu sur l'intention originelle de l'artiste? Alors ça, c'est une très bonne question. De base, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que c'est probablement lié à sa rencontre avec des artistes qui essayaient de faire des choses interactives. C'est pour moi ça. On en discutera après, j'expliquerai pourquoi un jeu à Patoon, etc., etc. Bah, tu nous avais prévenu déjà que dans leur intention de base, au moment où ces personnes-là ont travaillé en fait sur le jeu, comme tu le disais en début de live, très justement, on est sur des vieilles refs, ce qui fait qu'en termes de game design, j'ai loupé une page, je le vois. Je vois là. Ça te trigger. En fait, on a même loupé 3 depuis le début. For fuck's sake. Ok, je retourne en arrière. Quel enfer. Il y a vraiment beaucoup trop de pages. Ah, c'est que non, mais moi je kiffe. Tu verras justement quand
quand je leur ai fait un retour au milieu du développement en mode il y a juste des bulles à ramasser, on se fait un peu chier. Ils ont dit on sait, on va mettre plus de pages. Alors je dis c'est pas ça que je voulais dire, mais bon c'est pas grave. Mais effectivement oui, c'est moi ça me fait penser effectivement le jeu à Patoon, c'est clairement ce que disait Volner, c'est on est 100% sur moi ça me fait penser au Roi Lion évidemment. Ouais bien sûr. Tout ça même bref. En fait eux l'avaient pas, donc je leur ai balancé la vidéo. Énorme. Et ça a été quoi leur réaction? Quand tu leur as dit, alors les gars, c'est bien, mais c'est pas bien. De toute façon, avec le temps qu'on avait, on n'allait pas tout changer, mais ils ont compris quoi. Mais bon, c'est pas. Effectivement, c'est. De toute façon, tu verras dans leur jeu d'origine, c'était moins patoon. En fait, j'ai patooné parce qu'en fait, on se perdait quand il y avait des gouttelettes absolument partout sur la map et qu'on savait pas où aller, on se perdait. Donc en fait, quelque part, c'est moi qui ai créé les patoons, c'est pas eux. Et je me suis aperçu plus tard que c'était vraiment des patoons. Je me suis dit bon allez, autant y aller à fond. Et puis t'as vu que j'ai quand même beaucoup travaillé les gouttes pour qu'elles soient jolies. Oui, donc, tout à fait. Je suis assez fier de mes patoons quand même. On retrouve ce que tu disais justement sur l'artiste, son côté international. Ouais, c'est un univers qu'elle a conçu quand elle était en résidence d'artiste à Kyoto, si je dis pas. Ah oui, carrément. Ok. Oui, évidemment. Et tu verras à la fin, il y a une musique spécialement composée pour l'artiste par une artiste japonaise traditionnelle de shamisen, ou je sais plus, de chant traditionnel, j'ai pas le terme. Oui, voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire de chant traditionnel japonais, ouais, carrément. Ok. Et par contre, j'ai appris plein de trucs en biologie avec ce jeu. Par exemple, les champignons microscopiques que tu vois là, que j'ai placés sur la map, ils ressemblent vraiment aux vrais. J'ai vu des photos, des photos au microscope à balayage ou je sais pas quoi là, truc c'est ultra petit, mais ça ressemble vraiment à ça. Là il y a le challenge platformer. Regarde à droite. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est juste je comment dire, l'habitude ouais, c'est ça. C'est une habitude que j'ai pris dans la série des Batman Arkham. Non mais c'est normal, c'est que moi je la connais par cœur la map en fait, j'ai passé trop de temps dessus. Oui, tu m'étonnes. Je l'ai vu hein. Ouais, OK. Bon. Ouais, bien repéré. Non, t'as des très bonnes facultés d'observation. Ouais, par contre, le jump, non. Tout le monde loupe la dernière, c'est fait exprès. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas fait exprès, mais j'ai vu que tout le monde loupait la dernière. J'ai loupé une page. L'interview s'arrête. Justement, par rapport aux intentions, je la mets combien la spec? Oui. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est le sens de cette remarque. Tiens, comme ça, on lira après le journal quand il sera complet, parce qu'il sera complet. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce concept de spec et de luisance pendant que je remonte? Ouais, tout à fait. Dans la façon de faire des graphismes en 3D actuels, on a pas mal de raccourcis par rapport à la réalité, entre guillemets. Hein. Déjà, on raisonne qu'en polygones, donc les modèles n'ont pas d'intérieur. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est réaliste, mais en fait, c'est un résumé très grossier de la réalité. Et notamment, on veut gérer certains aspects des surfaces, comme le fait qu'elles soient mates ou brillantes, et qu'est-ce qu'elles reflètent, etc. Et donc dans cette optique-là, on a créé des caractéristiques par-dessus les textures. Donc quand on appelle un matériau, en fait il y a une texture qui est une image avec des couleurs qu'on plaque sur le modèle 3D, mais en fait elle a aussi des façons de réagir à la lumière, cette texture. Et donc on peut spécifier si telle ou telle zone est plus ou moins brillante ou plus ou moins lisse, plus ou moins mate, et de la façon dont elle reflète le décor et la lumière. Et évidemment, c'est que du faux, hein, c'est pas des vrais reflets, etc. Enfin bref, on sent. Mais c'est assez suffisamment convaincant pour que ça fasse la blague. Et là, notamment, je n'ai pas pu faire de ce qu'on appelle une specular map ou une metallic map. Parce que j'ai pas pu en fait dire quelle zone était brillante et pour des raisons techniques, qui est que c'est un énorme scan 3D de 10 millions de polygones, je pouvais pas et j'avais pas le temps. Donc en gros j'ai dit que tout était luisant au max. Simplement, est-ce que tu te souviens du début du jeu, ça ne luisait pas. Et donc ça je l'ai intégré dans le gameplay, c'est qu'en fait on débute dans un environnement qui est plutôt sec et en fait c'est le fait de ramasser des gouttes d'eau qui humidifient l'environnement et le rend rosé et luisant. Mais enfin si, ils font un blob, mais c'est juste le scale c'est juste l'échelle qui est modifiée. C'est pas une vraie anime. Mais ça leur permet d'être un peu vivant quand même.
Non, mais il aurait clairement fallu, en fait. Parce que l'idée, donc maintenant je vais expliquer l'intention de départ. En fait, ils se sont dit, et c'est pas une si mauvaise idée, ils se sont dit, oui, elle est là. Ils se sont dit, vu qu'on a, bravo. Vu qu'on a jamais fait de jeux vidéo et donc d'environnement 3D, ils avaient un artiste 3D avec eux qui pouvait faire des props, mais lui il faisait des props pour un cabinet d'architecture, donc pas des assets de jeux vidéo. Ils se sont dit, mais nous par contre on est plasticien, on est artiste plasticien. Donc on va faire une table avec une maquette, on va scanner cette maquette et ça sera la map. Et en vrai, pour quelqu'un qui a jamais fait d'environnement 3D, c'est une bonne démarche, c'est intéressant. C'est juste que, face à la réalité, tu découvres un truc qui est que quand tu scannes un truc en 3D, c'est très beau de loin et très moche de près. Voilà. Mais voilà, en vrai, je salue la démarche qui est de ne pas essayer de faire cet environnement-là à la mano comme on fait nous dans le jeu vidéo, parce que ça aurait été un enfer, et de plutôt le faire avec une démarche d'artiste plasticien, c'est en mettant des vrais objets, en récupérant, etc., et en l'intégrant dans le jeu, quoi. Même si après, techniquement, c'est compliqué. Nous aurons l'occasion de retrouver Carl Phaéton dans d'autres entretiens, dans d'autres interviews, que ce soit vis-à-vis de ses créations en tant que game designer, en tant que développeur. Vous avez notamment la possibilité de rechercher Carl Phaéton sur internet et de tomber sur sa page itch.io, qui est une page qui référence les jeux qu'il a créés durant les défis de création de jeux. Donc ce sont des jeux qui sont faits sous des contraintes assez fortes de temps, en 9 heures, en 48 heures, en 72 heures, avec des thématiques imposées. À côté de ça, si jamais ça vous intéresse de découvrir la partie pédagogique, vous pouvez retrouver assez facilement l'école OXO à Narbonne, donc c'est OXO, où vous avez notamment, c'était l'écho du Languedoc qui avait réussi à avoir une interview avec Carl, où ça parle vraiment de pédagogie avec vraiment le cursus, et vous avez évidemment le site internet où vous avez la vision, puisque c'est aussi intéressant de découvrir comment est-ce qu'on compte faire découvrir finalement les métiers du jeu vidéo, puisqu'il y en a plusieurs, et effectivement sur une formation qui dure 4 ans, comment amener des nouveaux talents sur l'industrie, avec les thématiques à la fois de création, à la fois technique, à la fois économique actuelle. Voilà, donc ce sera assez intéressant de pouvoir en discuter avec Carl. En attendant, je vous souhaite une super fin de journée.